Laura, Oui. tu es la Oh, première. cette voix que t'as pris, dis donc. Laura, oui, c'est moi. Bonjour, Hugo. Comme j'ai dit avant. Non, je vais arrêter avec cette voix. À la rentrée prochaine, en octobre, tu reprends ton spectacle, Presque Phèdre, Ouais. qui a été un succès. Il paraît. Oui. Ça dépend du point de vue. Si, Ça dépend si. ce qu'on attend. Hein. Oui, j'étais à la première et c'était super. Quelle était la genèse de ce projet et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans un tel challenge? La jeunesse du projet, je sais pas. En fait, moi, je voulais être comédienne depuis que je suis gosse. Et mon parcours a été mené par pas mal d'échecs, ce qui fait que cette voie-là s'est pas ouverte à moi, en tout cas par la voie académique. Je me suis retrouvée à faire de la radio. Et simplement, c'était une façon où tout d'un coup, ma carrière en tant que radio et humoriste m'a permis d'avoir accès à un théâtre et de proposer un spectacle. Donc en fait, la jeunesse, c'est un peu une revanche sur ma vie et c'était assez pratique parce que comme j'avais envie d'en faire une biofiction, je pouvais justement raconter ça, raconter les échecs et raconter qu'est-ce que c'est d'avoir un rêve et s'y attacher, s'y accrocher et jusqu'où ça peut mener en fait. Ouais. En plus, du coup, le spectacle, il raconte ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, morceau choisi. Hein. Oui. Ouais. Il y a plein de choses que je ne dis pas. Mais comment tu as abordé justement l'écriture de ce premier spectacle? Tu es parti à Paris pour l'écrire et je sais que depuis, tu n'as pas arrêté de le réécrire et de le modifier, de le peaufiner, même en cours de spectacle, en cours de représentation. Oui, parce qu'on est des éternels insatisfaits et on veut faire quelque chose d'absolument formidable. Donc un spectacle d'art vivant, c'est quelque chose qui, pour moi, par essence, en fait, est fait pour évoluer et s'adapter au vivant. J'ai écrit ce spectacle, je pense que j'ai pécho un peu une écriture de meuf de radio, c'est que on apprend à devoir produire quelque chose. Voilà, on ne rentre pas chez soi tant qu'on n'a pas écrit l'émission du lendemain, donc on écrit parce que l'émission elle t'arrive dans la tête, donc tu dois écrire. Et ce qui fait que j'ai un peu abordé l'écriture de ce spectacle comme ça, parce que c'était la façon de faire que je connaissais, c'est que je me suis très vite lancée dans l'écriture et c'était vraiment de la bouse, quoi. Donc j'ai écrit très vite. Ouais, hein, j'ai écrit très vite un premier jet. Non, c'était pas bon, c'était pas un spectacle, c'était plus un journal intime de ma vie, et ça me permettait ensuite de me dire qu'est-ce que je choisis d'enlever, de garder, qu'est-ce que je retravaille, où est-ce que j'essaye de créer quand même de l'action et de l'émotion parce que je voulais en faire une œuvre théâtrale et pas un bouquin. Donc après, je suis partie sur une version 2, ensuite une version 3, et à chaque fois, je pense les 5 premières versions, et la 5e version, je l'ai écrite en novembre, en sachant que j'ai commencé en janvier. À chaque fois, je reprenais pratiquement du début. Il y a très peu de scènes qui sont là depuis le début. Mon avantage, c'est que quand on a l'habitude d'écrire pour la radio, c'est qu'on n'a pas peur de se foutre à la table et d'écrire, quoi, et de bosser. Donc, je ne risquais pas beaucoup d'être dans ces projets qui se concrétisent jamais. Par contre, je risquais effectivement d'écrire beaucoup et des choses pas bonnes et de peut-être ne jamais réussir à trouver la forme théâtrale que je cherchais à avoir. Mais en fait, après, on est bien accompagné et puis on bosse et puis on recommence, quoi. On recommence et on recommence et on recommence. Et ouais, là, je pense que je suis à la version 12. Mais moi, j'étais à la première. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis? Oui, mais pour plusieurs raisons. Déjà, toute la scène 1, je l'ai rebossée entre la première et la 10e, je l'ai complètement changée. Il y a des scènes qui bougent, il y a des blagues que, par exemple, la version, je l'ai jouée dans le Jura. Évidemment, j'ai rajouté plein de private jokes pour le public, bah oui, bien sûr. Tu t'adaptes. Parce qu'évidemment, moi, je raconte quand même mon histoire, donc il y a beaucoup de Jura dans cette histoire. C'est un peu une réconciliation quand même que je fais avec ma famille, mon canton, mes rêves d'enfant, le théâtre, dans ce spectacle. Et là, ouais, il a bougé. Mais après, il bouge aussi parce que je pense qu'avec la fatigue, avec des fois l'écart entre la première où j'étais très tendue, et donc j'avais un truc un peu mécanique, moins organique, peut-être moins dans le ressenti. Et maintenant, il y a plein de trucs qui ont bougé. Toutes les scènes où je joue ma mère dans le spectacle, et il y en a beaucoup, je les ai pas écrites en fait, ces scènes. C'est vraiment un peu que de l'impro, donc après, au bout d'un moment, on a un peu son fil rouge et on avance là-dedans. Mais c'était peut-être un problème aussi au Théâtre du Jura, c'est que ma mère fonctionnait tellement bien que ça devenait des scènes à rallonge. Donc ouais, ça, il faut que je resserre aussi pour octobre. Juan, Albert, vous l'avez vu le spectacle ou pas encore?
Non, on l'a pas Non. encore vu. Mais par J'ai contre, failli aller à Bouligny et finalement j'ai pas pu. moi j'avais juste une question en Ouais. fait, c'est que je me demandais à quel moment tu savais à chaque fois que tu changeais, donc tu disais que tu refaisais tout ton projet à chaque fois, que tu le retravaillais complètement Dans l'écriture, ouais. dans l'écriture. À quel moment tu dis genre en fait ça va pas et du coup cette version en fait elle va toujours pas. C'est quoi en fait l'indicateur qui te dit Bah, ok cet maintenant je suis indicateur, content, il je passe à la s'appelle suite. quoi. ouais, il s'appelle déjà Marie Fourquet. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment une autrice dramaturge, chroniqueuse, scénariste, enfin, elle fait plein de trucs. Et elle m'a vraiment accompagnée sur ce boulot-là, grâce notamment à la bourse SSA d'aide à l'écriture d'un premier spectacle d'humour. Donc, ça te file une marraine ou un parrain, en l'occurrence. Elle m'a vraiment accompagnée sur tout le projet. Et c'est ça qui est formidable avec ces gens-là, et il faut les garder quand on en trouve dans nos milieux, c'est qu'on s'aime suffisamment pour avoir une honnêteté radicale dans les projets qu'on fait lire. Et je l'aime suffisamment pour tout d'un coup ne pas avoir peur de lui faire lire un truc que je sais qui est mauvais. Je lui dis, je sais que c'est pas bon, mais il faut lire cette étape parce que j'ai besoin de toi pour me réorienter dans la prochaine. Et elle m'aime suffisamment pour me dire, bon... Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Je me souviens, elle est venue à Paris, elle a lu la une, et vraiment, tout était mauvais, machin, on allait bouffer, elle m'a démonté. Non, mais vraiment, une journée, elle m'a démonté le truc, mais elle m'amène de nouvelles choses à construire. Et à la fin, elle m'a dit, bon, maintenant, je t'emmène à Paris dans un magasin et on va acheter un rouge à lèvres. Non. Ouais. C'est assez symbolique et c'est beau. Et une année plus tard, à mon anniversaire, je faisais une répète. C'était aussi un moment hyper chaotique du spectacle. Elle m'a aussi offert un rouge à lèvres. Et je trouve que c'est beau du rouge à lèvres, c'est bien. Ouais. Je l'ai dit en intro, tu es comédienne, mais tu es aussi animatrice radio. Tu es passée par la radio Jura-Bernois, mais tu as été aussi à la tête de la matinale de Couleur 3 durant 2 ans, il me semble. La matinale de la 3, c'est le Graal pour beaucoup de personnes. Tiens, mais personne n'en veut. Pourquoi tu as décidé de la quitter ? Parce que exactement pour les mêmes raisons que personne n'en veut, c'est-à-dire que c'est épuisant, c'est un marathon, on n'a pas de vie sociale. Moi, ça m'a permis de venir m'installer à Lausanne parce que d'un coup, j'avais aussi un vrai 90% qui me permettait de vivre ici et une vraie raison de venir ici. Mais je découvre Lausanne maintenant parce que j'avais pas du tout de vie sociale, quoi. Tu vas te coucher à 20h. Tu te lèves à 4, tu passes plus de temps avec Johan Provenzano et ton réalisateur que ton mec. Tu t'endors partout. Le vendredi soir, tu tiens avec l'alcool et le reste du week-end, en fait, t'es juste mal. C'est un truc palpitant et moi, j'y ai mis beaucoup de cœur, parce que c'est aussi ton projet, beaucoup d'énergie. Mais en fait, à tenir après 2 ans et demi, tu fais genre, on n'en peut plus, quoi. Mais c'est aussi un peu ton caractère, j'ai l'impression. Je l'ai lu. Tu aimes te renouveler tous les 2-3 ans, tu as besoin de passer à autre chose quand même. Ouais, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin de quelque chose qui me tire en avant, j'ai besoin un peu de nouveauté, de défis en fait. Là d'ailleurs, c'est un grand moment de ma vie qui est compliqué par rapport à ça, c'est que j'ai des nouveaux défis, mais le moment un peu latent comme ça, j'attends que ça démarre, c'est pas facile à vivre pour moi. Je préfère être en difficulté et faire genre ok, faut que je taffe, j'ai des trucs à faire, j'ai jamais fait mais ça va être génial, que ce truc de genre c'est les vacances, ça m'angoisse, le vide. On peut rêver grand et loin, mais aussi on peut se planter ou se satisfaire d'une chose plus simple parce qu'elle nous est précieuse. Cela ouvrira toujours d'autres portes pour continuer. Faut juste être patient. Laura Chénière. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Waouh. C'est moi ça. C'est beau. Quand je regarde ton parcours, je vois pas. Explique-nous quels sont ces plantages et ces choses simples qui sont précieuses justement. Les choses simples parce qu'elles nous est précieuses. Oui. Alors C'est quoi tes plantages ? Là où les échecs, c'est moi j'aurais voulu un parcours académique de comédienne, quoi. Moi, j'ai pas eu mes 3 ans de bachelor où j'avais envie d'apprendre le théâtre et j'avais vraiment envie de m'offrir ça dans ma vie. C'est que pendant 3 ans, on t'apprend à jouer et ça, je l'ai pas eu. Mais c'est quand même sur les scènes, sur la scène. Oui, mais n'empêche, tu vois, 3 ans avec des profs, avec des metteurs en scène, des animateurs de cours où en fait, tu apprends plein de trucs dans ton métier. C'est hyper bien quand tu fais ce que tu aimes, franchement. Et moi,
j'ai pas le choix juste de bosser pour me faire ma place. Et après, ça donne naissance aussi à tout un questionnement autour de la légitimité, de prendre sa place, de savoir aussi qui on est et qu'est-ce qu'on a mérité. Moi, j'ai aucun diplôme. Donc, ça veut dire que toute ma carrière ne repose que sur mes expériences et sur mon nom et sur ce que j'acquiers en travaillant. J'ai une matu théâtre, quoi. Une matu. Je peux rien foutre. Je peux même pas enseigner, quoi. Tu crois pas que justement la radio, elle t'a appris énormément et peut-être quelque chose qui t'apporte une plus-value dans ton rôle de comédienne? Oui. Je pense qu'elle amène des choses, mais elle m'amène pas peut-être les rôles de théâtre que j'aurais voulu vivre. Mais tu te les crées. Mais c'est pas grave, on se les crée. Et en fait, je me rends compte aussi que je suis pas. Maintenant que j'ai appris à écrire et à devenir créatrice, je me demande si je serais capable d'être juste interprète. Oui. Et d'être juste me mettre au service d'un projet de quelqu'un d'autre avec tout ce que je n'aime pas dedans. Je pense que c'est pas forcément facile non plus. Ok. Mais du coup, t'es presque Phèdre. Voilà. Non, mais je fais mes projets, c'est cool. Puis on verra ce qui arrivera plus tard. Question pour vous tous. Où est-ce que vous situez la limite entre travail et talent pour arriver à des fins ou à ces fins? C'est pour un ami la question. C'est badant ça. J'avais un pote, il disait le talent, c'est ce que les flemmards ont inventé pour pas bosser. Et je pense que c'est un peu une phrase de connard, d'une certaine manière, dans le sens où genre... il y a forcément une part de sensibilité que tu as déjà ou pas, et qui facilite quand même vachement le taf. Et après, ça dépend vachement ce que tu veux faire, quoi. Moi, je sais que j'aime pas bosser, je suis un flemmard du cul. Et non, mais c'est abusé. Mais tu fais quand même 1000 choses. Oui, c'est ça, il va te mais tu vois, je fais 1000 choses, mais je fais 2 semaines d'un truc, puis après, je fais un peu... Ok, je m'ennuie. Bye. Non, mais enfin, il y a non, bye, ciao. Et du coup... Oui, mais pendant 2 semaines, tu bosses, quoi. Ouais. C'est intense et tu produis quand même des trucs, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a cette espèce de truc, un petit peu cette espèce de mensonge capitaliste qui te dit que, genre, à partir du moment où t'es en train de kiffer, t'es pas vraiment en train de bosser, tu vois. Oui. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai un peu intégré à l'envers, en mode... je me culpabilise moi-même de pas avoir bossé toute la semaine parce que j'ai pris du kiff. Et au lieu de me dire un peu genre, youpi, je fais ce que j'aime, je fais un peu... Je suis une merde. Ouais. Tu devrais faire des trucs que t'aimes pas, quoi. Ouais, abusé. Non, mais c'est affreux. J'en suis arrivé au point où ma psy, elle me disait, mais il faut que vous comptiez vos heures, en fait, parce que sinon, là, on va pas pouvoir discuter sur quelque chose de tangible. Et toi, Laura, tu bosses aussi énormément. Moi, je bosse beaucoup, mais je pense que je comble aussi un certain vide et en fait, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Je bosse énormément parce que c'est comme ça que j'avance aussi et que je me construis. Et je suis assez persuadée que j'ai un truc au fond de moi qui fait que j'ai ma place dans ce milieu-là. Mais justement, lié aux anciens échecs et le fait que j'ai un petit syndrome de l'imposteur qui vient par le fait que je sois une meuf, que je suis jurassienne, que j'ai l'impression que j'ai fait des rêves que je n'avais pas le droit de rêver et qu'on me l'a beaucoup rappelé. Et en fait, je bosse parce que c'est ma voie pour pouvoir montrer aux gens, en fait, à mon avis, j'ai vraiment des choses à dire et je peux le faire bien. Mais effectivement, le travail, pour moi, le talent, ça sert à rien si on bosse pas. Hein. Ouais. On les connaît, ces potes qui ont des idées brillantes, et elles sont vraiment brillantes, mais ça fait 10 ans qu'ils veulent les faire, et puis il se passe que dalle. Donc en fait, tant qu'ils se mettent pas à la table et qu'ils commencent à bosser, tu fais genre, bon, écoute, toi et ton talent, on se revoit dans 10 ans, quoi. Surtout s'ils en parlent qu'entre 23 et 3 heures du matin, genre dans des chiottes de boîte. Mais même pas forcément. Mais même pas forcément. Mais moi, vraiment, j'ai des gens dans mon entourage qui ont des idées brillantes où je me dis toujours, putain, j'aurais voulu avoir cette idée-là, j'en ferais des trucs, j'en ferais des émissions super. Puis ils sont persuadés que le problème pour les réaliser, c'est qu'on leur laisse pas l'émission ou on leur laisse pas la place. Puis en fait, tu as envie de dire, non, mais c'est juste... Attention, l'intelligence sociale, ça se travaille, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, et ça, c'est aussi des choses c'est aussi du boulot et du talent à avoir pour tout d'un coup acquérir à l'endroit où tu peux mettre en place ton projet. Et mettre en place un projet, c'est sacré-trage. C'est pas juste d'écrire le super bouquin, c'est de le vendre, c'est de le mettre en avant, c'est de réussir à écouter les remarques des gens et les intégrer pour faire une version 5, 6, 7, 8, 9, 10 de son spectacle. C'est aussi, principalement, c'est beaucoup de la motivation. C'est juste les gens qui n'arrivent pas à sortir, disons, les pouces du cul, s'ils n'arrivent pas à avancer, à vouloir aussi. J'ai l'impression qu'il faut aussi une motivation pérenne, parce que tu vois, genre, là, vraiment, genre, quand tu disais, genre, en fait, si
si on veut faire un truc, techniquement, on peut le faire. Et cette émission-là en est tellement la preuve, Ouais. en fait, de genre. On est en live. Oui, c'est vrai. Let's go. Ça fait 2 semaines que je dors pas, mais ça va. I know. Mais il y a ce truc où, genre, je crois qu'il faut aussi avoir un peu de la motivation sur la longueur et puis s'attendre à ce que ça va prendre 5 ans pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et dans 5 ans, ça va fonctionner un petit peu. Et puis tu vas être dans le dur parce qu'en fait, ça fonctionne pas autant que ce que tu veux, puis que ça va prendre 5 ans encore pour que ça arrive à peu près à un truc que tu veux. Et t'as construit des nouvelles attentes entre temps. Et du coup, genre, it's a never ending fucking run. Ok. Mon ami retiendra. Quand on a un rêve, on fait tout. Quand on a un rêve et qu'on fait tout pour le réaliser, est-ce qu'on rate sa vie si on n'y parvient pas? Moi, j'ai peur de rater ma vie. Ouais. Oh. Laura Chénia. Mais encore. Tu crois pas que quand on réalise un rêve, on s'en crée un nouveau? Et du coup, c'est un cercle vicieux. Si, bien sûr. Ça, c'est vraiment une phrase de mon spectacle la citation c'est une phrase qui permet de lancer le spectacle en disant, je sais pas, c'est quoi vos rêves? On C'est y quoi ton pense, rêve? puis on se dit, tiens, quand on met tout en place pour le réaliser, et qu'on fait du sacrifice, qu'on y met du temps, de l'énergie, qu'on y met beaucoup de soi, et si on ne le réalise pas, est-ce qu'on rate sa vie? Je sais très bien que non, parce que l'important, c'est aussi le parcours. Et en fait, au bout d'un moment, si tu rêves des applaudissements, que tu ne prends pas de fun dans l'écriture, dans le fait de refaire des versions et de réfléchir à ta tenue, comme de reprendre chaque virgule de ton texte, en fait, ça ne sert à rien de le faire. Si tu le fais pour les applaudissements, ça ne sert à rien. C'est quoi ton rêve? Maintenant, moi, Ouais. oh là là, j'en ai beaucoup trop. T'as peur de pas les réaliser? Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. T'auras raté ta vie si tu les réalises pas? Non, j'aurais pas raté ma vie parce que moi, je crois vraiment que derrière les échecs, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que j'avance dans ma vie, c'est que j'ai tendance à dire beaucoup oui. Mhm. Je dois apprendre à dire non pour me reposer de temps en temps. Mais j'aime bien prendre ce qui vient. Et puis, quand ça marche pas, je suis souvent déçue, mais assez rapidement, il y a d'autres choses qui s'ouvrent derrière. Et c'est pas pour rien. Vraiment, à chaque fois que j'ai eu des échecs pour rentrer dans une école de théâtre, genre un mois derrière, je rencontre quelqu'un qui, finalement, plus loin, me fait entrer au décodeur, me fait entrer à la radio, Et en fait, mon parcours est fait d'échecs. Et tout d'un coup, à côté de l'échec, il y a une autre voie. Et j'aime bien suivre un peu les mouvements qui s'ouvrent, quoi. Bah du coup, c'est quoi ton prochain challenge? Et tu te vois évoluer où après le spectacle? Donc on est dans un entretien d'embauche. Donc on parle de carrière, là. Hein. Parce que... Proposition parce que ouverte. c'est d'autres faut- alors, mon prochain challenge. Vas-y. Là, j'ai été nommée autrice résidente du Théâtre du Jura. Mhm. Donc, je suis dramaturge, autrice associée au Théâtre du Jura. Et c'est un programme national qui s'appelle Stuc Labor. Et je sais que je vais devoir me retrouver genre, dans des théâtres à Saint-Gall à lire des textes que j'ai écrits devant des maisons d'édition. Ça, je pense que c'est un joli challenge. Et en fait, ça, à la limite, je me dis, tu sais, ce challenge-là, c'est bon, je taffe, je vais le faire. Je tafferai jusqu'à aller lire un texte dont je suis fière. Ça, je taffe. Par contre, je pense que le challenge caché derrière ça, c'est le fait de réussir à dire, ouais, je suis autrice, quoi. Mhm. Ouais, j'ai ma place en tant qu'autrice associée d'un théâtre. Donc, Tu vois, c'est-à-dire la légitimité qui se cache derrière l'étiquette, parce qu'on m'a nommé. Ok, c'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent que c'est bon, c'est ma place et tout. Mais maintenant, entre moi et moi, il y a il y a des plaies à soigner là, il y a des choses à accepter et à se dire, ok, c'est bon, tu sais quoi, si on te la donne, c'est que tu y as droit, quoi. et du coup, la radio, c'est pas dans tes projets futurs? Non, mais j'aimerais faire de la télé. Là. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de projets, j'ai envie de trucs. Je dis ça comme ça, hein. Mhm. J'ai rien. Regarde là, t'es en live Twitch. Ouais. Annonce. L'avenir de la télé. C'est ça. Ouais. Mais non, ouais, j'aimerais bien faire de la. Je sais pas, ça, c'est un truc, ça me En plairait. Suisse? Où les opportunités s'ouvrent, mais j'ai l'impression qu'en Suisse, j'ai plus de liberté Mm. parce que j'ai plus d'acquis. Donc, de confiance des gens du milieu et j'ai plus d'expérience aussi avec ces gens-là. Mais ouais, ça serait un kiff. Vraiment des nouveaux défis d'animation, la télé, ouais, à fond. Ou une fiction, écrire une fiction, jouer dedans. Un truc, ça, j'ai bien envie aussi. Merci Laura. Merci à toi, Hugo. On passe à la chronique de Juan. Allez. C'est parti.